L'économie positive. Qu'est-ce que l'économie positive? C'est l'économie qui regroupe ceux qui tentent de donner du sens aux agents économiques. Il s'agit d'entreprises, de mutuelles, de coopératives, de syndicats, d'associations, de partis politiques. Un sens qui aille au-delà de la fourniture des services que ces entités sont supposées rendre. Ces 2 journées vont permettre d'échanger des expériences, de réfléchir, de définir un programme d'action, puisqu'elles ne sont pas une parenthèse qui s'ouvre et ne se ferme, elles sont véritablement un début. Et on verra que cette économie positive, en tout cas je vais essayer de le montrer maintenant, ce n'est pas quelque chose de marginal, quelque chose d'anecdotique, de secondaire, une sorte d'adjuvant, parasite ou parallèle de l'économie globale. C'est véritablement le cœur de l'économie de demain. C'est à la fois ce qui est en train de pousser dans le souterrain de la société planétaire, et c'est en même temps, je crois vraiment, l'élément fondamental de réponse aux grandes crises que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'elles permettront de comprendre que la résolution même de la crise globale que nous traversons aujourd'hui, crise économique comme crise politique et morale, trouve profondément sa source dans le fait que l'économie n'est pas positive au sens où nous l'entendons et où je vais essayer de le montrer. En effet, le modèle de l'économie aujourd'hui est fondé sur une valeur majeure qui est l'individualisme. Le fait que les individus seuls, chacun pour soi, doivent tenter de façon aussi rationnelle que possible, dans la limite de leurs moyens, de leurs ressources, de leur situation sociale, de leur histoire, de réussir au mieux leur vie, c'est-à-dire essentiellement de réussir au mieux matériellement leur vie. Et si cette économie, fondée sur la recherche maximale de profit, a créé depuis au moins 10 siècles énormément de richesses, permis de sortir beaucoup de difficultés, d'obscurantisme, d'obstacles, de dogmes. Et si on peut admirer, comme le faisait d'ailleurs aussi Karl Marx, la fonction du capitalisme dans la disparition des grands blocages que le féodalisme a mis en place, on peut penser qu'aujourd'hui, ce que le capitalisme a apporté se heurte à des limites profondes. Sans refaire un diagnostic trop long qui n'est pas l'objet ici, on peut évidemment se souvenir de ce que, malgré l'extraordinaire croissance des richesses, la pauvreté, qui est le principal sujet de préoccupation de Planète Finance, reste aujourd'hui majeure. Plus de la moitié de la planète vit avec moins de 2 euros par jour, et malgré la croissance, ce nombre ne diminue pas. L'environnement est de plus en plus détruit, nous vivons de plus en plus au détriment des générations futures, en faisant des dettes, au détriment des générations passées, en détruisant ce qu'ils ont construit, et en particulier l'environnement. Et ceci sans créer, même pour ceux qui ont accès à des richesses nouvelles, autre chose que beaucoup de frustration, parce que quel que soit le niveau obtenu, il n'est jamais considéré comme suffisant. Et je dirais que même plus profondément, on peut penser que la crise actuelle est très largement fondée sur ce modèle, sur la raison d'être de ce modèle qui est l'individualisme. Parce qu'au fond, le marché tel qu'il est, c'est le mécanisme principal de la répartition des richesses, et il conduit, par les inégalités qu'il produit, à rendre impossible pour l'immense majorité des gens, y compris même dans les pays développés, à disposer des ressources nécessaires pour consommer. Donc, la seule façon pour eux d'arriver à la consommation, c'est de s'endetter. Et une des grandes raisons de cette crise, c'est que justement les plus pauvres ont dû s'endetter pour faire tourner la machine économique. Plus profondément, cet individualisme conduit très largement les uns et les autres à choisir d'être en situation de ne plus avoir de solidarité les uns avec les autres, d'être en situation de rupture, de ne considérer que celui qui compte, c'est moi maintenant, tout de suite. Dans une situation où, puisque j'ai le droit de changer la vie en permanence, je suis en permanence en situation de précarité, parce que les contrats ne valent plus rien, les contrats sont de plus en plus facilement rompus, les contrats de travail, les contrats sentimentaux, les contrats avec la société et les contrats avec les générations futures et les générations passées. Et plus généralement, le marché, dans la mesure où c'est sa nature, devient mondial, et Le Havre est le lieu qui le voit le plus peut-être en France, se trouve confronté au fait que, alors que le marché est mondial, la démocratie, elle, reste locale. Et donc, on est confronté pour la première fois dans l'histoire humaine avec un marché mondial sans droit mondial. Or, on sait très bien, et les seuls pays qui existent dans ce genre sont la Somalie ou quelques rares comme ça, qu'un pays sans État, c'est le chaos. Qu'un monde sans État de droit, c'est le chaos. Et que la globalisation aujourd'hui, c'est, comme je l'ai écrit à plusieurs reprises, une sorte de somalisation de la planète par une destruction générale de l'état de droit. Pour beaucoup d'économistes, ceci est normal. Et il ne faut pas demander à l'économie plus que cela. Adam Smith écrivait que l'égoïsme est la règle de nos sociétés, la condition de fonctionnement de l'économie, et qu'il ne faut pas chercher à voir autre chose. Un autre grand économiste de la même époque, fin du 19e, début du 20e siècle,
Il disait que accuser l'économie de ne pas tenir compte de la morale, c'est aussi idiot que d'accuser la théorie de jeu d'échecs de ne pas tenir compte des recettes culinaires. Et Milton Friedman, avec sa brutalité bien connue, disait que la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de faire du profit, rien que du profit. Business of business is business. On peut comprendre la logique de cela, mais il se trouve simplement que ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Ça ne crée pas un système durable ni stable. Et beaucoup ne s'en contentent pas, et beaucoup considèrent que cette économie-là n'est pas suffisante, qu'il faut repenser l'économie pour que les entreprises, les agents économiques de toute nature, se donnent d'autres objectifs que simplement de réaliser les conditions de leur propre maximisation du profit ou maximisation de leurs revenus, ou pour les entités de nature non commerciale, la maximisation du pouvoir de ceux qui les dirigent. Et on voit apparaître de plus en plus, ou plutôt revenir, une très vieille idée qu'on trouve dans toutes les doctrines économiques, philosophiques, politiques anciennes, celle de l'altruisme. C'est l'idée qu'on retrouve dans beaucoup de philosophies africaines, indiennes, chez Platon, chez Aristote, dans la Bible, que le bien-être de chacun est très largement déterminé par le bien-être des autres. Le même Adam Smith, dont je disais tout à l'heure combien il était le parangon de l'économie de marché, avait écrit 2 ans avant d'écrire son célèbre livre sur la richesse des nations, un autre livre qui, à mon avis, est d'une modernité incroyable, c'est une théorie des sentiments, dans lequel il disait « Aussi égoïste que l'homme puisse être supposé, il y a évidemment certains principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser à la fortune des autres et qui lui rendent nécessaire leur bonheur, quoiqu'il n'en retire rien d'autre que les plaisirs de les voir heureux. » Et cette phrase est d'une importance considérable parce que je crois que c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est de trouver dans le bonheur des autres une partie de notre satisfaction personnelle. Ce sentiment d'altruisme est aujourd'hui clairement présent, très largement parce que nous sommes dans un village, de plus en plus un village interdépendant. Nous savons que si les autres sont malades, nous risquons de l'être. Nous savons que si les autres sont pauvres, c'est un problème pour nous. Nous savons que si les autres sont sous les bombes, nous ne pouvons pas le tolérer. Nous savons que si les autres sont mal éduqués, c'est aussi un problème pour nous, non seulement en termes de charité ou d'altruisme, mais aussi parce que c'est notre intérêt que la collectivité soit le mieux possible. J'ajoute que les nouvelles technologies poussent de plus en plus à cela, puisque dans l'économie de l'information, j'ai intérêt à ce que les autres soient le mieux possible. J'ai intérêt à ce que tout le monde parle la langue que je parle, sinon je parlerai en l'air. J'ai intérêt à ce que le développement soit le plus vaste possible, parce que c'est ça qui crée des clients pour mes propres produits. J'ai intérêt à ce que tout le monde soit dans la meilleure situation possible. Et ça ne me gêne pas, puisque dans une économie qui est de plus en plus une économie de l'information, si je donne quelque chose, je l'ai encore. Si j'ai un verre d'eau que je vous le donne, je ne l'ai plus. Si j'ai une idée que je vous la donne, je l'ai encore. Et on le voit combien c'est vrai, tant dans la musique que dans l'éducation, que nous sortons progressivement de l'économie de la rareté, une large partie de l'économie, et que voit naître progressivement une économie où l'altruisme est la condition même du développement. Ça pose même profondément la question de ce développement de cette économie positive qui est là. Qu'est-ce que c'est qu'une économie positive? Qu'est-ce qu'une entreprise positive dans ce contexte? C'est une entreprise altruiste. C'est une entreprise qui considère que le bien-être de ceux qui la composent n'est pas sa seule raison d'être. Naturellement, c'est une de ses raisons d'être, mais ce n'est pas la seule. Qu'il faut qu'elle se donne comme objectif, non seulement de créer des services utiles à l'amélioration du bien-être de ceux qui la composent, mais aussi du monde au-delà d'elle-même. C'est une entité qui non seulement produit de façon durable les produits et les services qu'elle rend, mais qui aussi s'intéresse à améliorer la qualité et la durabilité de son environnement. À l'heure actuelle, il n'y a pas du tout de bilan. On ne sait pas ce que c'est cette économie positive. C'est une des raisons pour laquelle, principale, nous avons voulu faire cette première réunion. Pour un peu faire le bilan de ce qui existe. Un petit peu comme si, au XIIe siècle, à Bruges, on avait voulu faire le bilan du capitalisme qui, à cette époque, était anecdotique au regard du féodalisme et qui, pourtant, était en train de le faire exploser. Et aujourd'hui, je pense que c'est la même chose qui est en train de se jouer. On trouve cette économie positive aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. On le trouve dans le monde des mutuelles, pas toutes les mutuelles, parce que souvent les mutuelles sont aussi concernées par seulement leurs membres. On le trouve dans les coopératives, pas toutes les coopératives, qui souvent aussi sont presque des entreprises comme les autres, qui s'intéressent seulement à leur propre bien-être, au profit ou à l'ego de ceux qui les dirigent. Dans les associations, pas toutes, parce que là aussi, il y a aussi des égos, il y a aussi des gens qui vivent plus de la charité que de l'équilibre global. Mais malgré tout, il y a dans ce monde-là, pour lequel le profit n'est pas la finalité, beaucoup de choses qui vont dans la direction de l'économie positive. Et nous avons ici quelques exemples de coopératives. Je pense à Equitable, qui est une entreprise spécialisée dans le commerce équitable, qui va être là. Je pense à Shenley, qui comprend une entreprise d'insertion et une foncière sociale. Dans les associations, il y en a nombreuses ici, sans
pas seulement Planet Finance, mais CARE, et puis il y a une ONG très importante en Inde, Sulabh International Partner, qui est une entreprise qui a permis de sortir les intouchables de leur situation. Le président de cette société, de cette ONG, viendra parler tout à l'heure, comme le président de World Toilet Organization viendra parler, une ONG de Singapour, de ce qu'ils font. Il y a dans le monde des ONG beaucoup d'acteurs de l'économie sociale. Et puis il y a des entreprises sociales proprement dites, des entreprises qui se sont créées comme telles. Sam Bason, qui est une entreprise qui fait à la fois travailler les Indiens d'Amazonie pour lutter contre la déforestation, comme une entreprise, qui est là aussi, Cool to Care, qui est aussi une entreprise qui soutient des familles ayant des enfants handicapés, Mosaïque RH, qui aide les jeunes des situations difficiles à avoir une égalité des chances. Je pourrais en citer d'autres, Fair Finance, qui en Angleterre fait beaucoup pour intégrer les jeunes des quartiers, des entreprises financières, des fonds éthiques comme celui de responsabilité en Suisse, des structures juridiques nouvelles comme ce qu'on appelle les Social Impact Bonds, qui sont des structures juridiques qui permettent d'avoir des financements spécifiques pour ces activités. Énormément de choses sont en train de se développer, mais qui naturellement sont marginales au regard de ce qu'est aujourd'hui l'économie mondiale. La microfinance, évidemment, Planet Finance en est un des acteurs, joue un rôle particulièrement important puisqu'elle finance très largement ce secteur. Et puis Ashoka en est un autre exemple dans la mesure où il rassemble un certain nombre de ces activités. Et il ne faut pas oublier, parmi les plus importants, les entreprises elles-mêmes, qui, dans beaucoup de cas, et je pense en particulier à Suez, à Renault ou à Lilly, qui sont, pour citer ceux qui sont là, et qui sont en particulier des partenaires de Planet Finance, et Gérard Mestrallet a la gentillesse de s'exprimer tout à l'heure, jouent un rôle très important, non seulement parce qu'elles ont une activité de responsabilité sociale d'entreprise qui leur permet d'aider le reste de l'économie positive à fonctionner, mais parce que dans leur activité interne, elles cherchent premièrement à ne pas nuire à l'environnement et à l'environnement social et matériel, mais aussi à l'améliorer, soit par leurs activités internes, soit par leurs financements externes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les acteurs majeurs de la démocratie, les syndicats et les partis politiques, Jacques Chirac nous en parlera, qui ont un rôle considérable à jouer parce qu'elles-mêmes sont des entreprises qui ont vocation à être positives, à être des acteurs du changement ensemble. Ce que je vous propose que nous fassions ensemble, ce que je vous propose que nous commencions à réfléchir au cours de ces 2 jours, c'est de lancer 6 programmes d'action, 6 projets. Le premier, c'est de réfléchir à ce que peut être la théorie de l'économie positive. Et je crois que l'économie positive, dont j'ai tracé les premiers traits ici, mérite une théorie économique. Nous entendrons des économistes en parler tout à l'heure. Mais je crois que cette théorie est fondamentale, parce que derrière tout homme politique, il y a une théorie. Qu'il le sache ou pas, même s'il ne l'a pas lue, elle existe. Je pense que les 4 grands chantiers de la théorie de l'économie positive, aujourd'hui, doivent être, premièrement, de définir des critères précis et quantifiables mesurant le caractère positif d'une entité économique, les paramètres qui permettent de savoir si, oui ou non, il influe de façon positive sur l'environnement social, matériel et humain. Deuxièmement, de démontrer ce que j'ai essayé d'esquisser tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une entreprise peut mieux satisfaire ses propres exigences de survie si elle est positive. C'est-à-dire si elle ne se donne pas comme objectif son seul profit, parce que si on se donne comme objectif son seul profit, on est en situation suicidaire, et je pense que c'est important de le démontrer. Troisièmement, de démontrer qu'une telle entreprise participe à créer les conditions de l'équilibre de l'économie globale, et la durabilité globale, et pas seulement sa propre durabilité. Et quatrièmement, de définir quel peut être, dans une économie positive, le rôle du droit et de l'État pour créer les conditions que l'économie puisse s'orienter progressivement vers l'économie positive. Théoriser, c'est donc notre premier chantier. Deuxième chantier, partager les bonnes pratiques. Nous sommes là pour ça et je voudrais qu'au-delà de ces 2 jours, vous croisiez, vous rencontriez, nous discutions ensemble, nous sachions quelles sont les meilleures façons de faire de l'économie positive, quelles sont les erreurs, les échecs, et que nous puissions en discuter. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons ouvert une chaîne de télévision dédiée, Arnaud Ventura a parlé tout à l'heure, Eco Plus TV, qui retransmet en direct tout ce que nous faisons aujourd'hui, qui a vocation à durer définitivement pour être le lieu d'échange et de partage et témoignage de vos propres expériences à l'échelle du monde. Le troisième chantier, je voudrais que nous mettions en place, nous aidions à réfléchir aux moyens de mesurer l'impact. Plus exactement, non pas théoriquement, mais à les mettre en place concrètement pour savoir vraiment, par des agences de notation spécifiques ou par d'autres moyens, comment faire en sorte que les entités économiques ou les entités politiques, associatives, etc., puissent avoir des études d'impact sur leur impact plus ou moins positif sur l'économie. Comment, en quelque sorte, elles peuvent, pour employer le mot pédant des économistes, internaliser les externalités. Et puis, quatrième chantier, il faudra utiliser ces indicateurs, non seulement pour mesurer, mais pour donner des incitations financières ou fiscales aux entreprises.
Il faut qu'il soit plus facile de financer une entreprise ou une association ou une ONG ou un syndicat qui s'oriente vers l'économie positive qu'une activité qui ne s'en préoccupe pas. Cinquième chantier, un peu parallèle, mais qui pour moi est très important, c'est de dénoncer les récupérations. Parce qu'il faut bien prendre conscience qu'il y a des entreprises, des hommes politiques, des syndicats, naturellement aucun de ceux qui est dans cette salle, sinon ils ne seraient pas là, qui utilisent le caractère positif, la responsabilité sociale, comme un moyen de publicité. Et qui savent bien, de façon très cynique, qu'on est beaucoup plus visible avec une action de responsabilité sociale et que, paradoxalement, ça coûte moins cher qu'une campagne de pub. Et donc, il faut faire très attention à ce que l'économie non positive ne récupère pas, n'avale pas, ne cannibalise pas l'économie positive pour en faire simplement un sujet, un moyen de son propre développement. Et il faudra être là-dessus extrêmement vigilant. Sixième chantier, peut-être le plus important, c'est d'aider à mettre en place les législations qui sont nécessaires. Parce que les agents économiques de toute nature, entreprises, syndicats, ONG, etc., États, ne pourront aller vers l'économie positive que s'il y a un cadre juridique stable de long terme qui leur permet de dire rien ne peut être fait si le long terme ne revient pas. Or, l'économie individualiste est fondée sur l'apologie du court terme, comme je le disais tout à l'heure. Seul le droit peut recréer les conditions du long terme qui permet d'orienter sans craindre les conséquences de sanctions à court terme des marchés, cours de bourse ou des sondages d'opinion, une telle orientation. Et c'est le droit qui recrée le long terme, à condition que le droit soit stable. Je donne juste 3 exemples du droit sur lequel il faut réfléchir. Le droit financier. Il est très important que le droit financier augmente la canalisation des ressources financières vers l'économie positive. Par exemple, en France, est-ce qu'il est normal que les réglementations sur les fonds d'investissement sociaux ne permettent aux fonds d'investissement sociaux, souvent remarquables, comme Gérard Mestralet en parlera tout à l'heure, qui investissent dans l'économie sociale, de n'avoir le droit que d'investir 10%, et en réalité, ils investissent moins que ces 10% des ressources qu'elles collectent au nom de l'économie sociale, ou surtout de l'économie positive, beaucoup plus large que l'économie sociale. Est-ce qu'il ne faudrait pas le changer? Deuxièmement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il serait nécessaire d'avoir un statut nouveau pour les entreprises de nature responsable? Aux États-Unis, et le créateur de ce statut viendra en parler tout à l'heure, il existe un statut juridique, le L3C, qui permet à des entreprises de prendre un statut qui n'est ni un statut d'ONG, ni un statut d'entreprise commerciale, mais un statut spécifique pour créer les conditions de leur développement. Et en Europe, et en particulier en France, nous sommes gênés par le fait qu'il faut être soit une association, soit une entreprise, et que c'est très difficile d'être les deux à la fois, et qu'une entreprise, c'est spécifique de caractère social, de caractère positif serait nécessaire. Et aux États-Unis, à côté de ces entreprises, il y a aussi un mécanisme de certification qu'on appelle Benefit Corporation, qui sont une façon de labelliser l'économie positive, qu'on pourrait aussi traduire dans le droit français et dans le droit européen. C'est très important que cela existe. Évidemment, il existe le concept d'entreprise solidaire déjà. Et une entreprise solidaire, comme chacun le sait, c'est une entreprise qui est solidaire au sens des travailleurs qu'elle emploie. Elle doit employer des travailleurs handicapés. Au sens de la démocratie de sa gouvernance, elle doit associer davantage de salariés, mais au sens aussi des écarts de rémunération. Mais absolument pas une entreprise solidaire, ni au sens de l'environnement ou au sens de son impact plus ou moins positif sur l'économie. Donc il faut vraiment créer les conditions de ce changement. Et le groupe Planète Finance, et j'espère beaucoup de partenaires qui sont là, pourraient être mandatés, je l'espère, et c'est la demande que nous formulons, pour fédérer un certain nombre d'acteurs et produire un rapport annuel sur le panorama mondial de l'économie positive et les réformes à entreprendre pour y mener. Je pense que tout ça est d'une urgence extrême. Cela devrait conditionner l'action des institutions internationales. Ça devrait conditionner beaucoup de changements. Et si on le fait, eh bien, je pense que beaucoup de choses changeront à long terme. À nous maintenant de répondre aussi clairement que possible à au moins 3 questions. Pourquoi, comment et qui? Pourquoi l'économie actuelle nous conduit-elle à tellement de difficultés? Comment on peut modifier cela en modifiant les comportements des agents économiques? Et surtout, qui fait quoi et quand?